bonjour à toutes et à tous. Mariam Katab de Mosaïque RH. Et Inès Deverne, la cofondatrice de Me and You Too. Voilà, donc on est là pour vous présenter une étude que nous avons menée ensemble, qui est la seconde édition d'un premier état des lieux que nous avions mené il y a 2 ans, qui est donc une étude sur la diversité ethnoculturelle dans les instances dirigeantes du SBF 120. Donc, il y a 2 ans, en fait, on s'est vraiment posé la question suivante. C'est dans un pays comme la France, où on l'a vu tout à l'heure, on a 11%, mais si en fait, on fait le calcul vraiment et on regarde toutes les personnes qui ont un lien avec l'immigration, on arrive presque à 30% de la population française qui a un lien avec l'immigration. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants d'immigrés. Donc, dans un pays qui a ce contexte-là, est-ce que l'ascenseur social fonctionne pour permettre à ces populations d'arriver dans les instances dirigeantes des plus grandes entreprises en France? Donc, on a mené cette étude-là. Voilà, on a mené cette étude-là sur un périmètre de 3159 membres de comité exécutif et conseil d'administration. Donc, on a voulu regarder dans les 2 instances de manière différenciée parce que, comme vous le savez, elles ont un mode de nomination qui est différent. Et donc, on a fait un comparatif aussi entre l'étude que nous avons menée il y a 2 ans et cette année pour voir s'il y a une évolution. Nous avons différencié aussi le SBF 120 et le CAC 40 pour voir vraiment dans les entreprises des 40 plus grosses capitalisations boursières ce qui se passait de manière différenciée. Donc, du point de vue de, je vais passer les slides de la méthodologie et des critères analysés, nous avons utilisé en fait les données publiques. Donc, nous n'avons pas souhaité envoyer de questionnaires comme l'ont fait d'autres collègues pour recueillir les informations. Nous sommes basés sur les données publiques qui sont des données disponibles sur les sites internet, notamment des entreprises. Nous avons utilisé 3 méthodes pour quantifier la diversité ethnoculturelle. Donc, bien sûr, tout est anonymisé. On n'a aucune donnée qui est nominative. Donc, la première méthode, c'est de mesurer la diversité visible. C'est-à-dire qu'on a compté les personnes qui sont perçues comme non blanches sur la base des photos de membres du COMEX et du conseil d'administration. Deuxième méthode, c'est on a regardé aussi les patronymes. Voilà, donc l'idée étant de distinguer les patronymes à consonance extra-européenne des patronymes à consonance européenne. Et puis, la troisième dimension, c'est la mesure des nationalités. Pourquoi ? Parce que ce qui était important pour nous aussi, c'était de distinguer les nationalités extra-européennes des nationalités européennes et des nationalités françaises. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'était de savoir si, en tant que personne portant une diversité visible, donc étant non blanc, avec un patronyme extra-européen et de nationalité française, est-ce qu'on pouvait se retrouver dans un conseil d'administration ou un COMEX ? Peut-être juste pour apporter 2 points de complément sur cette méthodologie, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on est sur une étude donc avec des méthodes quantitatives. On n'a pas fait de qualitatif ni d'entretien. Et on est surtout sur une étude qui est exhaustive. C'est-à-dire que sur le périmètre du SBF 120, on a pu analyser 100% des profils des dirigeants des comités de direction et 100% des profils des dirigeants des membres des conseils d'administration. Donc pour le coup, voilà, c'est une photographie qui est extrêmement précise. On n'est pas sur un échantillon représentatif, on est vraiment sur une mesure précise de l'ensemble du panel. Et le deuxième point que je voulais apporter sur pourquoi est-ce qu'on a intégré la question de la diversité des nationalités, ça c'est quelque chose d'assez spécifique aux entreprises qu'on avait mis dans le panel, qui sont des très grandes entreprises internationales. Et donc, ce qu'on voulait mesurer, nous, et séparer, c'était l'impact de la question de l'internationalisation.
Donc, quand j'ai par exemple une très grande entreprise comme ArcelorMittal, il est relativement logique et assez peu surprenant que pour une entreprise qui, à la base, est une entreprise indienne, on ait des personnes indiennes qui soient dans les instances de direction. Et donc, on voulait vraiment mesurer la différence entre l'internationalisation des instances dirigeantes de ces entreprises, de la question de l'ascenseur social sur des profils de Français issus de l'immigration ou issus des DOM-TOM qui seraient devenus des dirigeants. On va passer aux résultats. Alors, sur les résultats, donc on a mesuré effectivement plusieurs indicateurs. On a regardé quel était le taux de diversité ethnoculturelle. Donc là, on est vraiment sur les profils qui sont exclusivement de nationalité française. Donc quand on prend des Français, soit issus de l'immigration, soit issus des DOM-TOM, et qu'on regarde quelle est la diversité sur ce critère-là dans les comités de direction, donc on est dans les COMEX, on est à 2,5%. On est sur un chiffre qui est relativement bas, qui est un tout petit peu moins catastrophique quand on intègre la diversité des nationalités. Donc là, on a des personnes de nationalité indienne, chinoise, brésilienne, américaine, australienne, etc. Là, on est à 6,5% de diversité ethnoculturelle. On a regardé aussi, et on l'avait fait dans l'étude précédente il y a 2 ans, quel était le pourcentage d'entreprises qui étaient à 0. Et là, on arrive, quand on prend uniquement les personnes de nationalité française, à un chiffre qui est quand même assez effrayant, c'est-à-dire que quasiment les 3/4 des entreprises du SBF 120 n'ont aucune diversité ethnoculturelle issue de l'ascenseur social français dans leur comité exécutif. Et même quand on intègre la diversité des nationalités, on a encore près d'une entreprise sur 2 qui sont à 0 en matière de diversité ethnoculturelle. Donc là, on est effectivement pour le coup sur des chiffres qui donne une photographie d'un manque criant de diversité ethnoculturelle dans les instances dirigeantes. On est sur des chiffres qui n'ont pas tellement bougé en fait en 2 ans. Et qui, alors c'est pas une surprise, parce que si vous avez déjà regardé des photographies d'instances dirigeantes, finalement, l'absence de diversité ethnique, elle saute un petit peu aux yeux. Mais c'était important pour nous d'aller le quantifier, d'aller le chiffrer et surtout de pouvoir apporter ces chiffres pour pouvoir ensuite proposer un certain nombre de plans d'action dont on va parler. Donc, quand on regarde une autre mesure, mais qui finalement ne change pas énormément les chiffres, si vous voulez, dans la méthodologie de calcul, les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, c'était le taux moyen de diversité ethnoculturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris entreprise par entreprise leurs résultats, on a additionné tout ça et on a divisé par 120. Donc, c'est la moyenne en fait de la diversité ethnoculturelle. Ça, ce sont les chiffres quand on prend le nombre de personnes qui sont issues de l'immigration ou des DOM-TOM dans ces instances dirigeantes et qu'on le divise par le nombre total de profils. C'est-à-dire qu'avec cette méthode de calcul, on va neutraliser l'effet taille des comités de direction parce qu'on a certaines entreprises en fait, dans lesquelles vous avez 5 personnes dans le comité exécutif et puis vous en avez d'autres dans lesquelles il y a 50 personnes. Donc en fait, on arrive assez rapidement à des pourcentages qui peuvent être différents. Donc on a vraiment utilisé les deux méthodes. Et en fait, vous voyez qu'on est sur des chiffres qui sont relativement proches et qui sont aussi relativement proches dans les conseils d'administration. Parce que Mariam vous le disait tout à l'heure, on a regardé la diversité ethnoculturelle dans les comités de direction et les comités exécutifs. Donc ça, c'est des gens qui sont salariés des entreprises et qui ont évolué et fait leur parcours professionnel dans l'entreprise. Quand on est sur le conseil d'administration, donc on est sur des administrateurs qui ont un mandat en tant qu'administrateurs, mais qui souvent ne sont pas salariés de l'entreprise. Et donc là, on a, juste si tu peux, hop là, rester sur celui d'avant. Donc les taux sont relativement proches. On a un taux moyen de 2,4 au sein des conseils d'administration, là où tout à l'heure, on avait 2,5 sur les comités exécutifs. Quand on intègre la diversité des nationalités, on est à 8%, là où on était à 6,4% sur les comités exécutifs. Et sur les entreprises qui sont à 0, on est dans des pourcentages qui sont un tout petit peu moins importants, mais ça reste quand même dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, d'autres éléments qu'on a pu regarder dans cette étude, c'est qu'on a distingué en fait 3 fonctions clés parmi les dirigeants. Donc, on a regardé la féminisation et la diversité ethnoculturelle sur les postes de président de président des comités exécutifs. On a regardé sur les postes de directeur financier, qui souvent en fait sont des postes qui ouvrent la voie pour devenir dirigeant. Et on a regardé effectivement les chiffres sur les fonctions DRH.
Donc, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, sans surprise, on a quand même des fonctions de directeur des ressources humaines qui sont beaucoup plus féminisées que les autres. Là où on a à peine 10% de femmes qui sont présidentes, directeurs générales et 14% sur les directeurs financiers, on monte à 62% sur les directions des ressources humaines. Et quand on regarde sur la question de la diversité ethnoculturelle, pour le coup, les chiffres ils sont relativement bas, hein, quelles que soient finalement les fonctions, avec des résultats un tout petit peu meilleurs sur les fonctions DRH, avec des profils de femmes qui sont issus de l'immigration, de la diversité ethnoculturelle. Alors, oui. Directement. Sur celle-ci, c'est un élément important. On a voulu regarder si, lorsque le DRH ou le DG était issu de la diversité ethnoculturelle, est-ce que ça avait un impact ou pas sur le taux moyen de diversité ethnoculturelle dans les instances dirigeantes? Et en fait, la réponse est oui, et un impact en plus extrêmement fort. C'est-à-dire que si on prend au niveau global, hein, de tout le SBF 120, on a à peu près 8% des directeurs des ressources humaines qui sont issus de la diversité ethnoculturelle et 5% des présidents, directeurs, donc on est sur des CEO, qui sont issus de la diversité ethnoculturelle. Dans les entreprises dans lesquelles on a soit ces DRH, soit ces dirigeants, on a une multiplication par 4 du taux de diversité ethnoculturelle. Donc, c'est-à-dire que vraiment, les entreprises dont le DRH ou dont le DG est issu de la diversité ethnoculturelle ont des chiffres qui sont 4 fois supérieurs aux autres. Alors là-dessus, on a identifié 3 facteurs possibles d'explication, hein, ça peut se cumuler. Le premier facteur, la première hypothèse, c'est de se dire qu'on a peut-être, dans ces cas-là, des DRH ou des dirigeants qui sont particulièrement engagés sur la thématique, qui vont avoir des actions proactives et qui, du coup, vont être particulièrement attentifs non seulement à ne pas faire de discrimination, mais en plus à avoir du recrutement inclusif. Donc, en fait, ils sont vraiment proactifs. C'est une des hypothèses. Deuxième hypothèse, il y a toute la question, on l'avait un peu évoqué tout à l'heure, la question des rôles modèles. C'est-à-dire qu'il est possible que le fait d'avoir un DRH ou un dirigeant qui soit issu de la diversité ethnoculturelle suscite un certain nombre de vocations dans l'organisation et qu'on ait des talents qui se disent en fait, c'est possible pour des gens qui sont comme moi d'accéder à des fonctions de dirigeants, et donc on a des phénomènes d'autocensure qui sont moins importants et donc du coup des viviers qui sont plus divers. Et puis le troisième facteur d'explication, c'est peut-être aussi que dans ces entreprises-là, on a des modèles d'évolution de carrière qui sont peut-être plus vertueux, qui sont plus larges en termes de sourcing, qui sont plus centrés sur les compétences et sur le potentiel, avec des phénomènes de reproduction sociale qui sont peut-être moins importants et donc qui permettent à plus de diversité d'émerger dans les fonctions dirigeantes. Et alors évidemment, ces 3 hypothèses peuvent se cumuler, elles ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre. Tu voulais compléter là-dessus ? Non, mais je pense qu'on peut passer directement à la suite, parce qu'on a peut-être un point rapide sur les secteurs d'activité où on voit quand même qu'il y a des disparités entre les secteurs. Oui, on a regardé effectivement s'il y avait des secteurs d'activité qui étaient de meilleurs élèves par rapport à d'autres. Donc effectivement, on voit que dans le secteur de l'énergie et de l'environnement, on a des taux de diversité ethnoculturelle qui sont de l'ordre de 4%. 8% dans l'industrie, donc clairement le secteur de l'industrie fait partie des bons élèves. Là où on a d'autres secteurs, typiquement je pense au luxe par exemple, qui sont à 0. Donc en fonction des secteurs d'activité, il va y avoir effectivement des résultats qui seront plus ou moins importants, qui ne sont pas nécessairement corrélés à la question de la féminisation. Donc on a des secteurs qui sont très féminisés et plutôt bons sur la diversité ethnoculturelle, d'autres qui ne le sont pas du tout et qui sont bons. Donc il n'y a pas forcément de corrélation directe entre les taux de féminisation et les taux de diversité ethnoculturelle. Alors ça, oui. Celui-ci, confirmation finalement. Oui, la confirmation sur les femmes. qui était aussi importante. Donc, quand on regarde les taux moyens de féminisation, si vous prenez le taux de moyen de féminisation des conseils d'administration, on est à 45%. 45%, ça signifie qu'en fait, les entreprises du SBF 120, elles sont en conformité avec les obligations légales. La loi Copé-Zimmermann leur impose depuis 2011 d'avoir au moins 40% de femmes administratrices.
Et du coup, petit clin d'œil, sur le taux de féminisation moyen dans les comex, il est à 26. On a la loi Copé-Zimmermann qui impose à ces entreprises-là, d'ici à 2030, d'être à 40 de femmes parmi les cadres dirigeants. Donc on voit qu'il y a encore une marche, extrêmement importante, à franchir pour la majorité des entreprises dans les 5 prochaines années. Et du coup, je vous dis ça parce que ça fera un lien avec les recommandations qu'on peut faire sur le sujet, parce qu'en tout cas, il y a tout un chantier, énormément d'actions qui vont devoir être mises en place par les entreprises pour féminiser leur comité exécutif. Et donc, on se disait que tant qu'à faire, autant agir sur plusieurs sujets, mais Mariam vous en reparlera. Alors justement, on va passer aux recommandations pour pouvoir peut-être prendre quelques questions après. Alors une des recommandations qu'on fait, c'est alors nous on fait des études, c'est très bien, mais bien sûr l'objectif de tout ça, c'est pouvoir agir. Je ne sais pas qui a prononcé ce mot. Je pense que c'était Christian qui a dit tout ça c'est très bien, mais agir c'est mieux. Donc une des premières recommandations, c'est de prendre acte de ces résultats. C'est vrai que le sujet de l'exemplarité des instances dirigeantes, on sait que c'est un levier très très important dans les politiques diversité et inclusion. C'est compliqué d'avoir un COMEX qui se ressemble, où tout le monde se ressemble, et d'afficher une politique d'inclusion, de diversité. On voit que voilà, ça peut être quand même un manque de cohérence. Donc le fait de poser le sujet de la diversité dans les instances dirigeantes et d'en parler en COMEX, d'en parler en conseil d'administration, c'est de conscientiser qu'il y a un problème aussi, qu'il y a encore des progrès à faire. Ça, c'est vraiment une première recommandation, c'est que le sujet soit posé pour qu'il puisse ensuite mener à des plans d'action et à une action. Tant qu'on ne communiquera pas sur le sujet, alors jusqu'à présent on disait il n'y a pas d'études, on n'a pas de chiffres, maintenant il y a quand même, voilà, il y a l'étude Mosaïque RH, mais il y a aussi l'étude du club du 21e siècle, donc on commence à avoir des éléments très chiffrés qui démontrent qu'il y a une marge de progrès sur la question de la diversité dans les instances dirigeantes, pour que le sujet soit non seulement porté au plus haut niveau par les entreprises, mais aussi incarné. Deuxième recommandation, c'est bien sûr le sujet du vivier. Aujourd'hui, pour recruter dans les COMEX, il y a deux solutions. Soit c'est de la promotion interne, donc on fait monter des gens qui sont déjà dans l'entreprise, soit c'est des recrutements externes. Donc on a quand même deux voies d'entrée sur lesquelles on peut agir. Pour qu'il y ait de la diversité dans le COMEX, il faut qu'il y en ait en COMEX-1, COMEX-2, donc que les viviers soient présents, existent dans l'entreprise. Donc ça pose toute la question de la nécessité de diversifier les recrutements pour pouvoir ensuite diversifier les lignes managériales et diversifier les différents potentiels, les différents viviers de potentiels qui peuvent prendre des postes dans les COMEX. Donc ça passe par bien sûr la refonte des process de gestion de carrière pour permettre en fait une gestion de carrière qui soit assez inclusive pour pouvoir être diversifiée et pouvoir faire monter des femmes, pouvoir faire monter des personnes issues aussi de la diversité ethnoculturelle. Concernant la deuxième porte d'entrée qui est en fait le recrutement externe, beaucoup d'entreprises passent par des cabines de chasse de tête pour recruter leurs dirigeants. Là aussi, il y a un enjeu très fort et un levier qui est de challenger aussi ces cabinets de chasse de tête. On l'a vu sur la question des femmes, ça a pu avoir des résultats. Quand la loi est arrivée, les entreprises se sont tournées naturellement vers leur cabinet en leur demandant d'avoir des shortlists diversifiées, d'avoir des femmes dans les shortlists. C'est le même principe et le même mécanisme peut être mis en place pour ce qui concerne la diversité ethnoculturelle. Troisième recommandation, agir de concert sur la féminisation. C'est ce que disait Inès. Aujourd'hui, il y a des lois qui incitent les entreprises et qui obligent les entreprises à diversifier et à avoir beaucoup plus de femmes dans les instances dirigeantes. Tout cela a mené à des dynamiques dans les entreprises, à des plans d'action, et d'ailleurs ça a donné des résultats. Donc profitons-en pour élargir le sujet à la diversité des origines au sens large. Ça commence à émerger, on voit des accords
égalité professionnelle qui deviennent des accords inclusion, des accords diversité au sens large. Et donc, tous les mécanismes qui ont été mis en place pour gérer les carrières des femmes de manière plus inclusive, promouvoir les femmes, des programmes de leadership, etc. Tout ça peut être aussi élargi à la question de la diversité ethnoculturelle, parce que finalement, ce sont les mêmes inégalités, les mêmes mécanismes, les mêmes biais, finalement, qui produisent ce manque de diversité dans les instances dirigeantes. Quatrième recommandation, mettre en place un index. Donc, c'est vraiment la question de la mesure. Aujourd'hui, on voit que ce qui ne se mesure pas a du mal à progresser. Donc, mesurer la diversité ethnoculturelle devrait être quelque chose j'allais dire, d'obligatoire pour nous, hein, et piloté de manière structurée par les pouvoirs publics, comme l'index égalité professionnelle, ce qui va permettre aussi une transparence sur ces sujets et qui peut inciter les entreprises à prendre ce réflexe de la mesure. Puisqu'aujourd'hui, on le voit, quand on fait des baromètres, quand les entreprises se lancent dans la mesure, c'est quelque chose qui est plutôt vécu de manière bénéfique dans les entreprises, puisque ça donne des indicateurs, ça permet de savoir où on en est et ça permet de se fixer des objectifs. Si on ne sait pas d'où on part, si on ne sait pas quelle est la situation, ça reste quand même compliqué de progresser sur le sujet. Donc, le fait d'avoir un index, ça peut être, une marque de progrès, un levier de progrès sur ces questions-là. Et je termine sur le rôle de l'État. Vous le verrez dans l'étude. Nous avons aussi fait un focus sur la situation dans les entreprises qui ont une participation de l'État. Donc on peut se dire, l'État étant ou siégeant dans un conseil d'administration pourrait inciter les entreprises à agir de manière plus poussée sur ces questions-là. Vous verrez que les résultats sont plutôt décevants. Et donc, l'État peut jouer un rôle sur ses participations pour inciter les participations à être davantage exemplaires sur ces sujets. Et puis, l'État peut aussi avoir un rôle pour accompagner les entreprises, proposer des solutions, proposer des outils et favoriser les projets collectifs pour faire progresser les entreprises sur ces sujets-là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Inès, sur les recommandations ? Non, je vois qu'il nous reste 5 minutes, je crois, avant la fin. Ce serait peut-être intéressant de savoir s'il y a des questions dans la salle, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitiez avoir plus d'informations. L'étude complète avec l'analyse de tous les chiffres, tous les tableaux est disponible sur le site de Mosaic ou sur le site de Me and You Too. Donc, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'étude. Là, on vous a vraiment fait un petit focus avec les principaux résultats. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Rebonjour, merci pour cette présentation vraiment très enrichissante et qui nous fait du coup savoir beaucoup de choses. Mais est-ce que vous comptez la compléter par une étude qualitative en sélectionnant quelques profils pour vraiment en savoir plus sur leur choix notamment de sélection ? Comme vous avez dit, par exemple... Comme je vous ai suggéré, effectivement, sur la vôtre. Tout à fait, c'est gentil de me renvoyer la patate chaude. Mais non, mais surtout, quel type ? Parce que là, on a vu, il y a soit des dirigeants, soit ils sont en RH ou exécutifs, mais vraiment, quel type de profil est-ce que vous pouvez sélectionner ? Et pour savoir quoi Non, on n'a effectivement pas prévu de rajouter une dimension qualitative supplémentaire. Donc, je renvoie effectivement le sujet. Non, nous, vraiment, l'idée et l'objectif, c'était de poser un constat chiffré. Parce que on entend énormément le fait que l'absence de chiffres ne permet pas de faire un bilan et de se challenger. Donc déjà, nous, c'était de poser un constat qui, était exhaustif. Donc je vous l'ai dit, on a analysé l'ensemble des profils. Et maintenant, c'est qu'ils puissent être communiqués le plus largement possible. Et d'ailleurs, pour
ce qu'on a constaté qui nous a quand même beaucoup déçus, mais finalement pas tant surpris que ça, c'est l'absence de relais presse, l'absence de bruit autour de cette étude-là. Enfin, je sais qu'on peut communiquer, que ce soit chez Me and You Too, sur pas mal de chiffres sur la question de la mixité, de l'égalité homme-femme, etc. Je publie sur les réseaux sociaux n'importe lequel des chiffres en matière de sexisme et de violence sexuelle, en matière de mixité, il est immédiatement commenté, repris, partagé, etc. Sur cette étude, il y a rien, c'est le silence total. Il y a très, très peu de commentaires. On a eu quelques articles de presse qui ont suscité d'ailleurs des commentaires de haters, enfin voilà, sur mon taux de mélanine, en disant pourquoi est-ce qu'elle parle du sujet sans parler de la méthodologie de l'étude ou des chiffres qu'on proposait. Donc je pense qu'il y a effectivement collectivement un travail en France à faire pour sortir du déni, pour regarder un état des lieux, et sachant que cette étude, c'est un chiffre. On n'est pas en train de dire la France est un pays raciste qui volontairement exclut, etc. On pose un constat chiffré en disant ce résultat-là est très mauvais, il n'est pas à la hauteur des engagements qu'on a, il n'est pas à la hauteur du sujet. Il est multifactoriel en termes d'explication. Bah, maintenant, il faut en prendre acte et puis il faut arriver à changer. Par contre, juste Amina, pour compléter, ce qui pourrait être intéressant d'ajouter, c'est en effet de faire réagir en fait des dirigeants à cette étude-là. C'est-à-dire que les dirigeants aujourd'hui en place, qui ont peut-être en effet un parcours mainstream, très concrètement, quelle est leur analyse de la situation, quelle est leur vision de la situation, quelle est leur réaction par rapport aux recommandations. Ça pourrait être très intéressant, en effet, d'avoir ce volet-là en réaction aux chiffres. Puisqu'encore une fois, les chiffres sont une photographie de la situation. Ce qu'on cherche, c'est l'action. Ce qu'on cherche, ce sont des leviers pour pouvoir produire l'impact qui est de changer les mentalités et puis de changer la situation. Donc, en effet, ça ouvre peut-être un champ d'études commun. Un autre point, merci beaucoup pour cette étude, et peut-être un axe de communication qui pourrait être porteur, c'est que cette étude aussi, elle montre que la mesure de la diversité ethnoculturelle, elle est possible. Parce qu'on entend, c'est vrai qu'il y a des interdits très très forts, mais il y a des exceptions, et on s'intègre dans le cadre d'une exception, et donc de montrer voilà, que c'est possible avec toute la crédibilité, toutes les précautions qui ont été prises pour faire apparaître ces chiffres-là, et pour démonter un peu cette idée que de toute façon, hein, sur cette question-là, on peut pas mesurer, c'est interdit, donc quelque part c'est facile, c'est le raccourci, on fait rien. Ouais, ce qui est effectivement une idée reçue, en accord complet avec les préconisations de la CNIL, on peut effectivement tout à fait mesurer, dès lors que notamment on respecte un certain nombre de principes, comme la question de l'anonymisation ou l'anonymat strict de l'ensemble des données. En fait, ce qui est interdit en France, c'est de faire du fichage nominatif ethno-racial, au même titre que le faire sur l'orientation sexuelle ou sur un certain nombre d'autres données. Mais dès lors qu'on est effectivement sur des données qui sont strictement anonymisées et qui ne rattachent pas un individu à une origine, on peut effectivement faire plein de choses. Donc oui, ça a une vertu pédagogique aussi de dire quand on veut, on peut. J'avais une remarque sur votre constat d'invisibilité de ce type d'étude, qui est un constat pourtant tellement évident qu'on a du mal à comprendre qu'il n'y ait pas plus d'intérêt que cela. Sans compter que vous en avez parlé rapidement, mais effectivement, il y a des performances supérieures à des entreprises qui intègrent des gens de divers points de vue, puisque tout simplement, on est plus intelligent quand on ne pense pas de la même façon. Je crois qu'Alain disait rien de plus dangereux qu'une idée quand on n'en a qu'une. Bon, ça tombe bien. Et pour le coup, est-ce que vous avez, dans les actions de l'État, pu benchmarker avec d'autres pays européens? Est-ce qu'il y a d'autres pays européens qui ont des États un tout petit peu plus contraignants sur le type de communication pour attirer l'attention ou rendre obligatoire pour que ça devienne un sujet de préoccupation? On n'a pas effectivement creusé de ce côté-là. On a des pays qui sont plus ou moins proactifs. Bah, je pense que sur cette question-là, l'idée, ce serait pas forcément de mettre en place des quotas comme ça a été le cas pour les femmes, parce qu'en France, dès qu'on parle de quotas, on a immédiatement une levée de bouclier, des blocages psychologiques. Mais ne serait-ce que déjà donner des obligations de transparence et de dire, on vous demande de communiquer sur l'état des lieux et sur la photographie. Charge ensuite à vos clients, vos futurs candidats, vos salariés de tirer les conclusions qui s'imposent. Déjà, ce serait un pas énorme. Ouais. Je crois qu'on avait une dernière question.
Juste une première remarque, et ça je pense que malheureusement uniquement le qualitatif le permet, c'était la question de l'ascension sociale. Il y a quand même une très forte probabilité que les personnes issues qui représentent en fait la diversité ethno-raciale dans ces entreprises aient en réalité un parcours extrêmement classique et soient souvent issues des classes supérieures. Donc des parcours pas forcément atypiques. Donc bon, ça c'est une première remarque, et malheureusement il n'y a que le qualitatif qui pourra le permettre. Et je pense que c'est important de bien différencier les deux, parce qu'on a beaucoup cette tendance en France à dire le social et l'ethno-racial c'est pareil. Et je pense que, il faut quand même garder en tête qu'il y a des élites dans tous les pays. Donc voilà, c'est la première chose. Et sur la question de l'invisibilité, et sur la question des statistiques aussi, donc comme vous l'avez dit, c'est parfaitement autorisé, contrairement à ce que beaucoup de personnes le pensent, avec une différence entre les fichiers administratifs, donc c'est ce que vous disiez, donc le fait d'associer une origine à une personne nominativement, et des fichiers à but scientifique, voilà ce que vous avez fait. Et donc moi je suis absolument pas surprise des réactions qu'il y a pu avoir à cette étude, parce qu'il y a quand même beaucoup l'idée, voilà, en France, que le dire, ce serait finalement créer des revendications, et donc c'est plus simple si c'est invisibilisé. Donc merci beaucoup pour l'étude.